Le 11 juin 1936, les députés votent la loi sur les congés payés. Chaque été, on ferme, on part, on s'en va. C'est une conquête inouïe et moi je compte bien en profiter. Pour autant, même en mon absence, la production des idées larges ne s'arrête pas. Younes Boussena est journaliste, il écrit régulièrement pour la rubrique Idées du Monde et de Télérama et il rejoint l'équipe des idées larges pour mener certains des entretiens. L'épisode que vous allez voir est son premier et il a choisi de parler de la dispute. Je sais pas vous, mais je crois qu'on a tous eu envie un jour de sortir ça. Ta gueule! Putain, maman! Ça soulage, mais quand on en arrive là, on sent bien qu'on gère plus rien. Comme c'est énervant, j'avais envie de comprendre. Et justement, j'ai découvert un philosophe qui a réfléchi sur ce moment où on perd le contrôle et où tout part en vrille. Maxime Rover a enseigné dans des grandes institutions, comme l'École normale supérieure, et il travaille aujourd'hui à forger sa philosophie qu'il appelle éthique interactionnelle. Dans son livre Se vouloir du bien, se faire du mal, il prend la dispute comme un objet de pensée. Mais pas n'importe quelle dispute, celles qui surgissent avec nos amis, dans notre couple ou en famille. Bref, les disputes avec les gens qu'on aime. Bon, on peut pas se parler entre frères et sœurs? Ce qui est fascinant, c'est qu'à travers ce sujet, Maxime Rover percute complètement la représentation que nous nous faisons de nos relations, de notre ego et de notre liberté. Alors pourquoi les conflits avec nos proches nous font tant souffrir? Comment bouleverse-t-il notre conception de l'individu? Pourquoi se dispute-t-on avec ceux qu'on aime? Est-ce qu'on peut dire que la dispute, c'est finalement, une interaction un peu tendue qui s'arrêterait là? Enfin, à quel moment elle peut dire qu'elle commence? Alors, c'est ça qui est intéressant. On pourrait dire que la dispute n'a pas de commencement, puisqu'en fait, elle commence à avoir lieu à partir du moment où il y a de la tension et de la souffrance, et donc peut-être qu'elle peut rester à l'état latent, et elle cesse, en revanche, soit quand on franchit les bornes de la loi, et là, on entre dans une autre logique qui est justement la question du surgissement de la violence. Maxime Rover définit la dispute par ses frontières. Elle est ce territoire flou qui commence dès qu'il y a de la tension ou de la souffrance et qui s'arrête quand les limites de la violence physique ou mentale sont franchies. On peut étudier un dialogue qui part en dispute à la manière du théâtre. C'est-à-dire, au théâtre, pour mettre en scène un conflit, les dramaturges accélèrent les échanges. Pourquoi ça s'accélère? Parce qu'il y a une irritation grandissante dans le fait de ne pas être compris. When you say thank you, honey, like that, I mean, you don't really give me an option but to pay. Vous dites quelque chose, la personne ne reçoit pas ce que vous dites, et donc ça vous énerve et vous commencez à accélérer. Dans cette posture, vous cessez d'être à la recherche de ce qu'elle est en train de dire. Or, comme c'est réciproque, en fait, les deux personnes vont cesser de s'écouter et se mettre à vouloir être comprises à tout prix. Dans cet effort, elles vont donc rentrer dans une lutte où il faut faire taire l'autre pour pouvoir parler. Et donc, c'est dans cette mise au silence qu'en réalité, de manière très curieuse, le ton monte, les choses s'accélèrent, et donc on part vraiment dans une dispute. I'm serious now. This is not about the fucking money. Why won't you understand it? Understand my point. On se met à crier, on se coupe la parole, ça, c'est ce qu'on observe à la surface. Mais en dessous, tout un tas d'opérations mentales sont en jeu. Et elles sont décisives parce que c'est comme si on se retrouvait d'un coup piégé dans l'interaction. Et au lieu de vous demander quel était le contexte, comment ça se fait, qu'est-ce que cette personne vivait pour se comporter de telle manière, vous allez vous dire, cet acte-là, je ne peux pas le supporter. Ça, c'est ce que j'appelle l'abstraction. Le deuxième point, ça consiste à dire, c'est ce que j'appelle l'imputation, c'est toi qui le fais. C'est-à-dire que vous considérez l'acte de manière complètement isolée, en disant « mais toi, tu fais toujours ça, tu dis toujours ça ». C'est-à-dire vous considérez que c'est la personne, de son plein gré, dans sa pleine responsabilité, qui agit. Et c'est intéressant parce que vous montrez que finalement, on rentre immédiatement dans une posture de juge en voulant faire cesser la souffrance, en disant que c'est l'autre qui en est responsable, voilà. et en s'érigeant au-dessus de l'interaction comme un juge. En fait, quand on souffre, on a envie que ça cesse. D'accord? Quand on a envie que ça cesse, on cherche à identifier une cause. Dans la vie quotidienne, on pense que les causes des actions, ce sont les personnes. Donc, on va aller voir la personne et on va lui dire « je voudrais que ça cesse ». Il y a beaucoup, beaucoup d'erreurs dans ce comportement-là. Parce que ça suppose, que quand je souffre, c'est qu'une personne me fait souffrir. C'est pas possible.
Parce que vous ne ressentiriez rien si vous n'étiez pas vous-même aussi acteur de la situation. Dans tout incident, il y a quelque chose à comprendre d'un système plus vaste. Si vous ne le comprenez pas, l'incident se répète. C'est pour ça, en fait, que les disputes sont des occasions à pas louper. C'est pas parce qu'elles sont rares et que si vous la loupez, elle se représentera plus. C'est l'inverse. C'est parce que si vous la loupez, elle reviendra. Alors vous avez employé des mots comme système, comme chaos, comme ordre, qui peuvent sembler un peu étonnants pour parler d'individus, d'une matière humaine. Comment est-ce que vous définissez exactement ces termes et finalement à quoi est-ce qu'ils renvoient quand ils sont appliqués aux individus et aux êtres humains? Faut voir que quand on réfléchit à nos comportements et aux événements qui nous arrivent, on a toujours tendance à se référer à une causalité de type galiléen, c'est-à-dire une causalité classique où un effet vient d'une cause, où l'effet est proportionnel à la cause et où le rapport entre cause et effet est nécessaire. Ça veut dire que ça marche à tous les coups. Bon, en réalité, aujourd'hui, en physique, on n'utilise plus... on considère que ce modèle de causalité est un modèle tout à fait particulier. Il y en a d'autres. Et donc, par exemple, tout le monde connaît l'effet papillon, qui consiste à considérer qu'un gros effet peut venir d'une toute petite cause. Et sur la dispute, alors, ça donne quoi, justement, cet effet papillon? Ça donne l'idée que si dans un dîner de famille, tout le monde se met à hurler, en fait, ce n'est pas que mécaniquement, c'est la faute de l'oncle Gérard qui a dit une énormité, machiste, et qui a fait réagir toutes les femmes de la famille. En fait, il faut réfléchir à la manière dont l'oncle Gérard, d'abord, a été toléré, c'est-à-dire on lui laisse la parole, on l'a laissé dire. Donc la responsabilité, elle n'est pas seulement la sienne, c'est une responsabilité collective. Ensuite, la manière dont on va réagir à cette action définit des réactions qui peuvent ou aggraver le conflit ou l'amener vers des transformations plus rapidement. Nous sommes au service du monde, mais du beau monde. C'est ça l'évolution urbaine, mon petit garçon. Les autres, ils n'ont qu'à s'installer plus loin. C'est ça, s'adapter, t'as compris? Non mais je vais pas entendre des conneries toute ma vie. Recevoir des leçons imbéciles jusqu'à la fin des temps. Écoutez un écrivain qui n'écrit rien, un boxeur qui veut pas boxer, des bonnes femmes qui couchent avec n'importe quoi. Merde! Tout le projet philosophique consiste à dire, si on arrive à comprendre la causalité de manière chaotique, on va pouvoir aller plus rapidement vers les transformations qui sont requises par la situation, sans se perdre dans des turbulences à l'infini. Turbulence, effet papillon, chaos, c'est ça qui m'a beaucoup surpris en découvrant Maxime Rovère. Il est philosophe, mais il emploie des mots de la physique, et en particulier de la théorie du chaos. La théorie du chaos, en gros, ça a été découvert par le mathématicien français Henri Poincaré. Et il a montré qu'une toute petite variation à la base d'un système dynamique peut le faire partir dans des directions très différentes. Nos disputes sont comme ce double pendule. Le même mot de l'oncle Gérard peut provoquer un silence gêné ou une explosion qui va déchirer toute la famille. Tout ça parce qu'il y aura eu des variations microscopiques à la base de l'interaction. Et Maxime Rovère, c'est là-dessus qu'il va s'appuyer pour repenser l'individu et sa liberté. Dans la manière dont on vit au quotidien, la conscience nous représente à nous-mêmes comme des agents volontaires. C'est-à-dire, je fais ce que je veux, là je reste assis sur ce fauteuil parce que je le décide, si j'ai envie, je me lève. Et hop, tac, je prends la décision. En réalité, c'est pas vraiment comme ça. Si on utilise la théorie du chaos, c'est-à-dire qu'on réfléchit avec les outils de la mécanique des fluides d'aujourd'hui, on peut décrire les choses autrement. Et je propose une image qui est celle d'un chapeau dans les vagues. C'est-à-dire, imaginez-vous pas comme une promeneuse qui marche dans la forêt et qui peut décider si elle va à droite ou à gauche, mais plutôt comme un chapeau qui est soumis à tout un tas de courants, des courants d'air et des courants marins. Je prends cet exemple parce qu'on sait que ces mouvements-là sont chaotiques, c'est très difficile de prévoir à l'avance parce qu'il y a trop de paramètres qui entrent en jeu. Ces facteurs, ça peut être quoi? Par exemple, ces vagues ou ces courants d'air dans la dispute ou dans nos vies de tous les jours? Déjà, évidemment, il y a tout votre passé, c'est-à-dire votre histoire personnelle, c'est-à-dire que le fait que là, vous vous retrouvez dans telle situation, vous l'avez déjà connue et vous êtes un peu prisonnier d'une manière de réagir. Ensuite, à plus grande échelle, il y a une société autour de vous qui a prédéterminé certaines réactions. Et le chapeau dans les vagues, c'est justement la possibilité pour chacun de s'approprier des déterminismes et de favoriser certains mouvements qui sont en cours. C'est-à-dire,
contre l'idée que vous allez choisir votre vie à partir d'options possibles, c'est-à-dire je peux ou rester ou partir. Et en fait, ces options-là, vous les imaginez. Vous ne savez même pas ce que ça impliquerait si vous partiez. Vous ne savez pas non plus ce que ça impliquerait si vous allez rester. C'est que de la fiction. Vous fictionnez les possibles pour décider. Nous n'exerçons pas notre pouvoir comme des rois qui décideraient « je fais ci, je fais ça ». Non. En fait, il se passe des choses qui nous traversent et nous essayons de faire en sorte de vivre cette vie, disons, en l'orientant. Maxime Rovère a prononcé 2 mots très importants dans sa pensée, comprendre et s'orienter. Là-dessus, il s'appuie sur le philosophe hollandais Spinoza, dont il est lui-même un spécialiste. Là où Spinoza est vraiment essentiel, c'est dans cette articulation entre émotionnel et rationnel. Qui sont mis au même plan, donc c'est ça? Ouais, ou plutôt l'émotionnel est une sorte d'énergie incontrôlée qui peut aller dans un sens ou dans l'autre et qui nous traverse. Si elle vous traverse sans que vous compreniez rien, ça s'appelle de la passion. Si elle vous traverse pendant que vous comprenez quelque chose, ça s'appelle de l'action. Tout le projet de Spinoza, c'est de transformer ces moments où on se laisse emporter, où on perd le contrôle. Comme pendant une dispute. Comme pendant une dispute, en des moments où on se laisse emporter, parce que de toute façon, il n'y aura pas d'autre moyen, mais en quelque sorte en naviguant ce qui est en train de se passer. Et là, on est vraiment au cœur du projet éthique. Vous pouvez peut-être l'expliquer déjà, qu'est-ce que c'est l'éthique, qui est un mot un peu compliqué, et en quoi l'éthique propose une conception de la souffrance et de son dépassement qui peut être intéressante, notamment appliquée à la dispute. Comprendre, c'est changer. Donc le projet éthique, c'est celui-là. C'est celui d'une transformation de soi qui passe par la connaissance ou par la compréhension rationnelle, mais qui en réalité a pour objectif bien plus que la connaissance, mais réellement le fait de se modifier soi-même. Et donc ça, c'est un vieux projet, c'est-à-dire que ça commence aussi loin qu'on remonte en philosophie. La philosophie, elle est faite pour comprendre le monde, pour se transformer soi-même, individuellement et collectivement. Comme Spinoza, Maxime Rovère aussi fait de l'éthique, mais il a inventé une éthique à lui qu'il appelle éthique interactionnelle. L'éthique interactionnelle, en fait, laisse de côté l'unité première qui était la personne et la remplace par l'interaction. Ce qui m'a mis sur la piste de ces interactions, c'est un livre d'Erving Goffman, qui est donc un sociologue, qui est connu pour avoir fondé ce qu'on appelle l'interactionnisme, parce que, en fait, dans un livre qui s'appelle La présentation de soi, Erving Goffman explique une chose très simple, c'est quand 2 personnes se rencontrent, notre échange va être déterminé pas parce que nous sommes profondément, mais par le très peu d'informations qu'on vient d'échanger. Typiquement, une dispute, au lieu de se reprocher des fautes, on va se mettre à considérer quels sont les échanges qui, disons, nous ont éloignés de notre objectif commun. Je comprends mieux à présent ce que ça signifie l'éthique interactionnelle. L'interaction, c'est cet endroit de notre vie où on peut appliquer la théorie du chaos. Et l'éthique, c'est l'horizon philosophique. Et cet horizon repose sur une idée simple, changer en se comprenant. Et ce que nous dit Maxime Rovère, c'est que pour comprendre, il faut d'abord saisir que nous sommes nous-mêmes vulnérables, maladroits et imprévisibles. Il y a beaucoup de maladresse dans ce qu'on fait. Moi, j'essaye de vous communiquer un message, mais il sort pas de ma bouche les mots que je veux. Il sort de ma bouche les mots que je peux. Ce que j'appelle la maladresse, c'est le fait que, lorsqu'on a envie de dire ou de faire quelque chose, ce qu'on fait ou qu'on dit est très rarement parfaitement ajusté. Et en fait, on a beaucoup de mal à l'accepter. Parce que c'est ça la vulnérabilité, c'est que ça nous met en danger. Il y a une honte qui est liée à cette vulnérabilité qu'il faut surmonter. Et on la surmontera d'autant plus facilement que justement, quand on se met ensemble, c'est-à-dire quand on parle dans un couple, dans une famille ou entre amis, en fait, la personne qui vous interroge sur ce que vous avez fait ou dit, c'est une personne qui cherche à sortir d'une autre vulnérabilité, c'est-à-dire l'aveuglement dans lequel elle est sur ce qui vous fait agir. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les vulnérabilités sont toutes réciproques, elles s'emboîtent. Par exemple, si une femme est invisibilisée dans son couple, l'homme est simultanément en train de s'aveugler. Je trouve que tu as déjà pas mal bu. Mais c'est mon anniversaire. Je danse, je bois, C'est quand la dernière fois que j'ai bu? Je sais pas, je m'en souviens plus. Ah bah moi non plus, alors tu vois. Quel est le rapport? La question n'est pas là, je te parle de ce soir, moi. Mais enfin,
avec ça, Yolande. Tiens, je vais te servir, moi. Ah, bravo, voilà, c'est exactement ce qu'il fallait dire. C'est son anniversaire. On va finir par le savoir que c'est son anniversaire. Elle va pas danser à poil sur la table parce que c'est son anniversaire quand même. Une dispute rend tout le monde malheureux. Celui ou celle qui est victime d'une offense ou d'une domination, évidemment, mais aussi celui qui l'exerce. C'est pour ça que Maxime Rovère nous invite à sortir d'une analyse qui serait uniquement égocentrée de la dispute. Moi, j'essaye de comprendre ma vie, j'essaye de faire ce que vous dites, je donne de l'attention à mes conflits, et puis je m'en sors pas. Toutes ces phrases ont été dites à la première personne du singulier. Si vous commencez à vous réfléchir au pluriel, si vous sortez un peu de votre petite coquille et que vous allez voir ce que les autres vous en disent, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que tu pourrais me faire cet effet miroir dont Platon disait que le meilleur miroir, c'est l'œil de l'autre? C'est là qu'on se voit. Donc c'est une écoute, l'attention égale écoute. Exactement, l'attention est une écoute. Ouais, c'est bien dit. C'est-à-dire que il faut pas croire que le monde nous parle directement. En fait, on est plusieurs à parler, et donc on est plusieurs à pouvoir s'aider. Alors vous appelez justement parmi les pistes que vous proposez dans le livre pour s'émanciper des disputes et acquérir la sagesse, vous appelez à laisser parler les brèches, comme un enfant qu'on écouterait en disant finalement quand un enfant pleure, on ne cherche pas à lui dire qu'il a tort ou raison, on l'écoute d'abord pleurer et expulser, on va dire, sa détresse. Alors, pourquoi est-ce qu'il faudrait laisser parler les brèches? C'est très simple, en fait. On a tendance à se penser soi-même comme un sujet unifié. Quand vous êtes dans une crise, quand vous êtes pris dans des turbulences, il faut que vous acceptiez que vous n'êtes plus tout à fait vous-même et que quelque chose d'autre parle en vous. Nous sommes traversés par des émotions, elles nous emportent et en fait, elles nous font faire et dire n'importe quoi. Donc l'idée du dialogue intérieur consiste à dire acceptons la multiplicité qui est constitutive du sujet, acceptons l'effondrement de la première personne en personnes multiples et entrons en dialogue avec nous-mêmes. Et ça peut prendre quelle forme concrètement? Chez Marc Aurèle, c'est très clair. Lui, quand même, c'est un empereur. Il est en Germanie, là, sur des champs de bataille. Et le soir, il se pose, il réfléchit à sa vie. Et en fait, il fait des commentaires sur la manière qu'il a eu de réagir à tel ou tel événement de la journée. Il se parle à lui-même en essayant de mobiliser sa multiplicité. C'est utile d'utiliser la deuxième personne. Tu, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce que tu veux. Et à partir de là, ce qui est intéressant, c'est que la voix, le dialogue intérieur, comme on dit, la voix qui va vous répondre, je dirais, c'est pas que c'est pas vous, c'est que c'est un vous minoritaire. C'est-à-dire que c'est une interaction qui a été mise en minorité par la représentation que vous avez de vous-même, par les constructions d'ego, par l'image que vous voulez donner de vous. Fort et donc j'ai pas le droit de me laisser emporter par la tristesse, par la colère, par en fait toutes sortes d'émotions qui peuvent en fait vous traverser et qui demandent la parole. Je découvre que l'interaction qu'il met au cœur de sa pensée peut se jouer à l'intérieur de moi-même, parce que je ne suis pas un bloc, mais je suis multiple. Et ça, ce sont des stoïciens comme Marc Aurèle qui nous l'apprennent. Habitue-toi à prêter la plus grande attention à ce qu'on te dit et, autant que possible, pénètre dans l'âme de celui qui parle. Maxime Rovère m'invite à dialoguer avec moi autant qu'avec l'autre. Et c'est justement ce dialogue qui va être crucial pour débloquer le conflit. Et ça passe à un moment ou à un autre par la question du pardon. Alors, pourquoi est-ce que c'est une question difficile, le pardon? C'est parce qu'il a à voir avec la souffrance. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à pardonner? Parce que nos souffrances, en fait, on s'y attache. Pourquoi est-ce qu'on s'y attache? Parce qu'en fait, vivre une souffrance, évidemment, c'est une épreuve. C'est une épreuve dont on essaye de faire quelque chose, c'est-à-dire qu'on essaye d'y survivre. Et dans sa manière d'y survivre, en général, on en garde quelque chose à l'intérieur. Tant que vous gardez ce quelque chose, il sera impossible de faire le geste de pardon. Le geste de pardon consiste à laisser sortir ses propres souffrances, à renoncer à la valeur de sa propre souffrance, en disant « Non, finalement, ma souffrance m'a sans doute été utile, mais en tant que telle, ce n'est qu'un déchet. » Je
Jeter sa souffrance à la poubelle correspond à un pardon bien particulier qu'il appelle le pardon rationnel. Et je trouve cette idée très intéressante parce qu'elle revient à déconnecter l'idée du pardon de celle de la faute. Là où d'habitude on a tendance à se dire que pardonner c'est annuler l'origine du conflit, comme si on disait tout ça n'a pas existé. Ici, pardonner veut dire qu'on a dépassé la souffrance qui nous aveugle et qu'on veut aller plus loin. Et c'est là où se pose la question très délicate de l'excuse. Il y a deux choses. La première, c'est que demander des excuses, c'est probablement vouloir que l'autre s'humilie devant nous. En fait, il y a quelque chose de cruel là-dedans, parce qu'en fait, vous voulez faire souffrir l'autre sous une forme en apparence banale, de présenter ses excuses, pour compenser votre souffrance. J'ai une mauvaise nouvelle, jamais votre souffrance ne sera compensée. Prenons les choses dans une autre optique. Écoutez les demandes d'excuses qu'on vous fait. Et vous allez être à l'écoute de ceux qui vous en demandent. Et pourquoi ils vous en demandent ? Parce qu'ils sont en train d'attirer votre attention sur votre propre maladresse. Pourquoi est-ce que vous allez les donner ? Parce que, au lieu de le vivre comme une humiliation, vous allez être de ceux qui savent à quel point les humains sont maladroits. Et donc, vous allez demander qu'on vous renseigne sur vos points d'aveuglement, de maladresse, d'invisibilité. Quand il y a de la colère entre les personnes, c'est pas facile à faire. Mais si on y arrive, il y a vraiment quelque chose qui se renverse. Et là où il y avait de la vulnérabilité, et donc plutôt une tendance au conflit, il va y avoir une sorte de conversion où il n'y aura plus que de la sensibilité. C'est par un mouvement d'empathie que Maxime Rovère nous propose de sortir de la dispute, d'apaiser les tensions que celle-ci a fait émerger. L'empathie, elle permet de mieux se comprendre, pour continuer ensemble, et ce qui m'a étonné aussi, parfois pour mieux se séparer. Si les couples se forment lorsque les fragilités, les vulnérabilités s'emboîtent, il est possible que par le mouvement du devenir, ces vulnérabilités se transforment et les deux personnes n'aient plus rien à faire ensemble. Il faut se séparer. Ça peut être une réussite d'une certaine manière, une rupture. Inversement, si les vulnérabilités font que l'un bouffe l'autre ou l'un nuit à l'autre, là aussi, il va falloir sortir parce que sans ça, réellement, on s'abîme. J'ai pas besoin de toi, moi. Vas-y, hein. T'as pas besoin de moi, barre-toi. T'as pas besoin de moi. Et alors, est-ce que si j'arrive pas à être philosophe dans mes disputes, ça veut dire que je suis un peu un nul ou que je risque pas finalement d'amplifier ma sensation d'échec si en voyant cette vidéo, je me dis, bah, moi, j'arrive pas en fait à prendre du recul ou à philosopher sur mes disputes? Non, mais tout le monde philosophie sur ses disputes, on le fait naturellement en fait. En revanche, il faut pas transformer en prescription ce qui est un mouvement constitutif du vivant. Et il y a vraiment un enjeu sur le dernier mot, puisque le dernier mot, y compris quand il est bienveillant, hein, c'est une manière justement de dire, bon, bah alors j'ai compris, et donc c'est terminé. Mais il n'y a rien qui est terminé du tout. Peut-être que le moment de turbulence est en train de se calmer, mais il est à souhaiter que justement l'intensité des interactions se poursuive. C'est ça la vie. Et je crois que dans une société qui est très imbue de vitesse, et où tout va très vite, l'idée de pouvoir changer lentement est vraiment cruciale. Parce qu'en fait, on parle d'éthique, on parle de se transformer, on parle de faire évoluer ensemble. Mais il faut bien voir que tout ça, ça se passe à une vitesse qui est plutôt végétale. Ça veut dire que on donne un peu d'eau, on expose au soleil, mais on ne fait pas pousser les plantes en tirant dessus. Donc ne vous dites pas « je dois changer ». Dites-vous « qu'est-ce que je ne comprends pas ?» Nous n'avons pas le contrôle absolu des choses, nous les naviguons seulement. La dispute n'est pas qu'une souffrance ou un échec, elle est aussi une porte à travers laquelle on peut concevoir tout à fait autrement nos relations avec nos proches. C'est ça qui me fascine le plus chez Maxime Rovère. Sa pensée est très profonde parce qu'elle nous montre que si on se déchire avec ceux qu'on aime et que ça nous fait souffrir, c'est que nos êtres sont imbriqués les uns dans les autres. Et elle est très pratique car l'éthique transforme notre regard. Le pari de l'éthique, c'est que comprendre, c'est déjà changer. Et chaque pas vers cet horizon nous permet de vivre mieux, ici et maintenant.
Pour aller plus loin, mes sources sont en description. Et pour garder les idées larges, il y a d'autres épisodes. À bientôt!